Parole est maintenant à Madame Hélène Conway-Mouret du groupe socialiste, écologiste et républicain, et ce pour 9 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je remercie, comme tous les orateurs précédents, notre collègue Samantha Cazebonne d'avoir porté au Sénat cette proposition de loi qui poursuit 2 objectifs. Le premier vise à pérenniser, en le faisant entrer dans le Code civil, le premier volet de l'expérimentation, à savoir la dématérialisation de la délivrance des copies intégrales et des extraits d'actes d'état civil. La simplification et le gain de temps pour les Français de l'étranger sont indéniables et cela a été rappelé. En effet, certains de nos compatriotes sont contraints de faire de longues heures de trajet, parfois en avion, pour se rendre au consulat le plus proche ou doivent attendre le passage aléatoire des tournées consulaires. D'autres peinent à effectuer leur démarche du fait de la défaillance des services postaux de leur pays de résidence. Utile, cette expérimentation a par ailleurs fait ses preuves puisque 2,5 millions d'actes ont été délivrés par voie dématérialisée depuis sa mise en place en 2021. Il est donc tout à fait logique que nous accueillions positivement sa pérennisation. Le second objectif tend à proroger la durée des autres volets de l'expérimentation qui concernent l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes d'état civil dans le cadre du registre de l'état civil électronique. 5 ans se sont déjà écoulés depuis le lancement de cette expérimentation. Son coût est d'ores et déjà de 5 millions d'euros et le montant total devrait doubler. Malgré une première prolongation de 2 ans, cette partie du dispositif n'a été lancée qu'en janvier 2024. Vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que nous aimerions connaître les causes des retards accumulés et des coûts supplémentaires qui les accompagnent. Les problèmes en matière de développement informatique sont-ils liés à un manque de personnel et d'investissement dans les outils nécessaires? Vous comprendrez également que nous souhaiterions instaurer un contrôle budgétaire accru au vu du manque d'anticipation des dépenses, puisque 61% de l'expérimentation a été financée grâce à des cofinancements, notamment avec la mise en contribution du programme budgétaire 151. Nous dénonçons chaque année le manque de moyens alloués aux affaires consulaires qui ne sauraient supporter des ponctions supplémentaires. D'ailleurs, les 11 équivalents temps plein supprimés n'auraient-ils pas pu être redéployés au sein d'un ministère qui manque cruellement de moyens afin justement d'accélérer la dématérialisation? Il est important pour nous d'avoir ces réponses, même si sur le fond, nous sommes favorables à une nouvelle prolongation, en espérant que ce soit la dernière, afin de permettre l'achèvement d'un projet bénéfique tant aux usagers qu'à l'administration. C'est la raison pour laquelle mon groupe politique demandera au gouvernement la transmission du point d'étape annuel au Parlement, présenté à l'Assemblée des Français de l'étranger, afin que nous puissions exercer notre mission de contrôle. Vous l'aurez compris, cette proposition de loi répond donc parfaitement aux besoins du gouvernement de modifier l'ordonnance prise en 2019. Un mot d'ailleurs sur cette dernière. Mon groupe, comme d'ailleurs la plupart de mes collègues présents dans cette Assemblée, a eu l'occasion de dénoncer avec raison la pratique suivie avec constance depuis 2017 d'un recours outrageux aux ordonnances. L'ordonnance est naturellement l'absence d'avis du Conseil d'État, ce qui est toujours utile lorsque l'on a à craindre une saisine ultérieure du Conseil constitutionnel. L'ordonnance est aussi l'absence d'étude d'impact, c'est-à-dire de cette obligation faite à l'administration d'estimer le coût d'une réforme, ses effets induits ou son calendrier de déploiement. Bref, l'étude d'impact est un exercice de prospective rationnelle et construite qui a pour avantage d'informer le Parlement et pour inconvénient de pouvoir être ultérieurement opposé au gouvernement, et tel est bien le cas ici. L'excellent rapport présenté par le rapporteur Christophe-André Frassa sur cette proposition relève les 2 écueils auxquels cette dématérialisation s'est heurtée, celui du coût et celui du temps. Un dérapage de 100% pointé par l'inspection générale et un retard d'au moins 3 ans et demi par rapport au premier délai fixé par la loi ESSOC. Voilà ce que votre recours à la pratique des ordonnances a rendu possible. Nous ne saurions nous en satisfaire. Ceci ayant étant dit, cette proposition nous offre tout de même l'occasion d'aller plus loin tant les chantiers sur la simplification et la modernisation des services rendus aux usagers à l'étranger sont importants. À nous de nous en saisir. La première priorité serait de régler une bonne fois pour toutes les difficultés de connexion à la plateforme France Connect. Dans l'attente du déploiement du programme France Identité, qui devrait permettre à terme à chaque personne de justifier de son identité en ligne de manière simple, sécurisée et garantie par l'État,
nombre de nos compatriotes sont confrontés à un véritable parcours du combattant, souvent sans issue, pour réaliser leurs démarches administratives. La plupart ne sont ni des résidents fiscaux, ni des assurés sociaux en France et n'ont donc pas de numéro fiscal ou de numéro de sécurité sociale pour se connecter via le portail impôts.gouv ou Amélie. L'application Iris ne fonctionne pas dans certains pays et l'identité numérique de la Poste, quant à elle, ne reconnaît toujours pas le numéro de téléphone de 20% des usagers. Les retraités établis hors de France, par exemple, qui ont besoin de transmettre leur certificat de vie et faire valoir leurs droits à leur pension, se retrouvent ainsi dans une impasse puisque l'accès à leur espace personnel de l'assurance retraite n'est possible que via France Connect. Monsieur le ministre, il est urgent de prendre enfin des mesures pour résoudre ce dysfonctionnement majeur en y consacrant les moyens financiers et humains nécessaires, sans quoi la modernisation ne serait qu'une fausse simplification. Avant de chercher à élargir la gamme de la dématérialisation, assurons-nous que les services publics de base fonctionnent et soient accessibles à tous. Le deuxième chantier prioritaire concerne le renouvellement à distance des cartes nationales d'identité et des passeports. Votre ministère a lancé une expérimentation relative aux passeports en octobre dernier au sein de 5 postes consulaires au Canada et au Portugal. Cette facilité administrative répond à une demande forte et récurrente des usagers éloignés de leur consulat ou n'étant pas en mesure de s'y rendre. La France accuse pourtant un retard par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni, où ces documents sont reçus dans un délai de 48 heures. L'effet dissuasif lié à la lenteur et à la complexité de l'obtention du passeport français est tel que certains binationaux vont jusqu'à y renoncer, ce qui est regrettable, vous en conviendrez. Cette expérimentation, dont l'échéance est prévue en février 2025, gagnerait donc à être accélérée, généralisée, mais aussi élargie. En effet, les statistiques montrent que 50% des demandes au Portugal concernent non seulement les passeports, mais aussi les CNI, alors que celles-ci sont pour l'instant exclues du champ de l'expérimentation. Monsieur le ministre, nos compatriotes peuvent-ils espérer avoir accès au renouvellement à distance de leur titre d'identité ? À l'approche des élections européennes, comment ne pas évoquer enfin le vote et l'établissement des procurations par voie électronique ? Nos postes consulaires déploient des efforts remarquables pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, notamment en offrant la possibilité du vote à l'urne. Cependant, trop peu en bénéficient du fait de leur éloignement, au prix, dans des circonstances extrêmes, de l'impossibilité même d'exercer ce droit constitutionnel qu'est le droit de désigner ses représentants. La mise en place d'un service en ligne de gestion des procurations leur permettrait d'exercer ce droit et soulagerait les équipes consulaires sous tension. Il semblerait que le ministère de l'Intérieur projette la mise en place d'un tel système qui bute, là encore, sur la question de l'authentification des votants. Monsieur le ministre, où en est donc cette réflexion menée conjointement avec votre ministère ? J'aimerais enfin souligner que l'ensemble de ces évolutions doit se faire au bénéfice de tous nos compatriotes. Certains d'entre eux, en particulier les plus âgés, n'ont en effet ni identité numérique, ni ordinateur, ni smartphone. Ils se tournent souvent vers leurs élus de proximité qui réalisent un travail exceptionnel pour les assister. Je pense à ces conseillers qui tiennent des permanences, portent des dossiers auprès des consuls honoraires ou des consulats et qui les relaient aux parlementaires que nous sommes. Pour toutes ces personnes, le contact humain est essentiel. Nous proposerons donc un amendement pour veiller à ce que toutes les voies d'accès aux services publics, qu'elles soient physiques ou numériques, restent ouvertes. C'est d'ailleurs une préconisation que la Défenseure des droits a pu rappeler dans son dernier rapport annuel. Avec cette expérimentation, le MEAE devient un véritable laboratoire en proposant un service innovant aux Français de l'étranger qui a vocation à s'étendre à terme à l'ensemble des usagers de l'Hexagone et des Outre-mer. Aussi, nous ne pouvons qu'espérer que celle-ci aboutisse. Avec les conditions que j'ai mentionnées, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Ronan Le Gleut pour le groupe Les Républicains pour 7 minutes.